Toutes nos excuses pour ce petit retard avec lequel nous débutons ce journal suite aux problèmes techniques. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous avoir choisi pour vous informer. D'abord, le sommaire pour croître les recettes douanières dans la région sud-est. Une coopération étanche entre les deux administrations est indispensable. Les douaniers de la Zambie et de la République démocratique du Congo se sont rencontrés à Lusaka. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, les querelles entre les communautés Kouba et Louloua sur les limites administratives vont connaître une fin heureuse au terme de la conférence de la paix et la réconciliation. Le vice-ministre de l'Intérieur est à Kananga pour ce faire. Voilà tout pour le titre. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. À la une de l'actualité, ce soir, le séjour du chef de l'État à Goma. Nous sommes dans le Nord Kivu. Ce mardi, la journée a été consacrée aux échanges avec les représentants locaux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également reçu l'ambassadeur américain Mike Hammer ainsi que le sénateur Modeste Bat. Le contenu de leurs échanges à travers ce reportage. Le 2 octobre dernier, la population du Nord Kivu commémorait le 6e douloureux anniversaire du massacre de Béni. Reçus par le chef de l'État, les élus nationaux du Nord Kivu pensent qu'il faut arrêter les cycles de violence par une nouvelle approche. Ils ont présenté ces jours leurs recommandations de sortie des crises auprès du président de la République. C'est pratiquement 6 ans depuis que les massacres à Béni ont débuté. Donc nous déplorons déjà plus de 4500 âmes perdues lors de ces tueries. Et aussi nos forces armées qui ont combattu ces forces négatives aussi ont eu de lourdes pertes. Donc tout d'abord, on transmet déjà ici, en tant qu'élus du peuple, en tout cas nos sentiments de compassion et je dirais d'unité et de solidarité avec nos populations qui vivent cette insécurité permanente. Alors notre message aujourd'hui au chef de l'État concernait 2 points ou 2 volets. Le premier, c'est le volet sécuritaire et le deuxième, c'est le volet socio-économique. Alors brièvement sur le volet sécuritaire, on vient de vous expliquer, nous continuons donc à faire des recommandations. En tout cas que tout soit fait, notamment dans le renforcement des véhicules de l'armée pour pouvoir continuer à combattre notamment toutes ces milices que nous avons dans le territoire de Walikale, de Massissi, de Rutshuru, de Béni, de Lubero, et qui continuent à tuer les citoyens. La sécurité, rien que la sécurité, c'est aussi les credos de chefs traditionnels du Nord Kivu. À la suite de leurs échanges avec les présidents de la République à Kinshasa et à Goma, ils ont présenté leur plan de sortie de crise. Nous continuons toujours à remercier très sincèrement les chefs de l'État qui nous a fait l'honneur de nous recevoir d'une manière spéciale à Kinshasa dans son cabinet et aujourd'hui à Goma. Nous sommes venus voir les chefs de l'État pour effectivement exprimer certaines doléances et ces doléances sont surtout liées au problème de l'insécurité qui sévit au nord Kivu, dont la population et nous-mêmes nous sommes vraiment victimes. Et comme c'est l'autorité qui est au sommet de notre pays et que nous sommes des autorités de base, c'est tout à fait normal qu'on s'échange les informations et voire même essayer de donner dans la mesure du possible quelques pistes de solutions. Après avoir écouté les représentants locaux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a donné des directives claires aux forces de défense et de sécurité. Pour le ministre de la Défense, le leitmotiv reste la paix pour tous et par tous. Il était essentiellement question de recevoir de lui des orientations précises. Comme vous le savez, les opérations vont totaliser bientôt 1 an. Des grandes opérations, des opérations de grandes envergures qu'on a lancées à Béni, mais aussi qui se poursuivent dans la côte. Il y a des avancées significatives. Vous voyez par exemple, lors de notre caravane, on a constaté que la route Mbao-Kamango est ouverte uniquement par l'armée. Nous avons visité tous les sanctuaires des ADF désertés par eux et occupés par l'armée.
mais nous devons aller plus loin. Avec l'ambassadeur américain Mike Hammer, le chef de l'État a aussi évoqué la participation des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix dans notre pays. Le diplomate américain s'est aussi expliqué sur sa récente présence à Minembwe. Vous avez été à Minembwe, oui. Et vous pouvez revenir sur les motivations de votre visite là-bas? Oui, bon, comme je l'avais fait par tous les pays, quand il y a des problèmes sécuritaires et humanitaires, c'est très important d'aller et voir moi-même quelle est la situation. C'est ça l'objectif de mon voyage. Je ne savais pas avant qu'il y aura quelques controverses avec quelque chose qu'un autre ministre a fait là. Mon voyage, c'est spécifique pour voir quelles sont les préoccupations de la population à Sud Kivu, pas seulement à Minembwe, mais aussi à Bijombo, où il y a des Babébé, et tous ces groupes sont congolais. Et je dois vraiment voir que c'est la situation. Et comme je viens de vous dire, les communautés m'ont dit que il y a un problème sécuritaire. C'est une question de la capacité de la FARDC qui travaille ensemble avec le MONUSCO pour protéger la population contre les groupes armés. Mais toute la communauté m'ont dit que la situation humanitaire, c'est grave et qu'il a besoin de l'humanitaire. Et les États-Unis soutiennent une RDC qui est souverain, qui est forte et qui a de bonnes possibilités de se développer et de réaliser son grand potentiel. Mais ça commence avec le soutien à le peuple congolais par tous les pays. Le sénateur Modeste Bahati a lui aussi apporté sa part de réflexion sur le rétablissement de la paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a plusieurs sujets brûlants, notamment les sujets liés à la paix et à la sécurité, les questions politiques, mais également les questions de développement. Et donc nous avons passé en revue toutes ces questions-là. Comme vous le savez, nous sommes à la tête de l'AFDC allié qui est le deuxième regroupement politique du pays et donc nous avons des membres sur l'ensemble du territoire national et donc toutes les questions qui touchent à la paix, à la sécurité, que ce soit à l'est du pays, que ce soit au sud du pays, que ce soit dans la capitale et même partout ailleurs, tous ces sujets nous les avons abordés et nous avons formulé nos propositions. Nous avons dit que nous allons également nous pencher sur les questions de développement parce qu'il ne faut pas que les acteurs politiques passent tout leur temps rien qu'à se chamailler. TV5 Monde a organisé un plateau spécial questions sécuritaires en République démocratique du Congo avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a fixé l'opinion sur quelques actions de guérilla dans l'est du pays pour démoraliser la population. Mais le gouvernement est décidé à restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. D'autres questions évoquées dans cette synthèse de Ricky Zuziloya. Depuis l'Europe où il séjourne pour une mission officielle auprès des autorités françaises, belges et autres investisseurs à la recherche des garanties sécuritaires avant de poser leurs valises en RDC, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a répondu à une invitation du média français TV5 Monde. Un plateau dressé spécialement pour parler des grandes questions d'actualité sur le pays de Félix-Antoine Tshisekedi. En toile de fond, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Gilbert Kankonde Malamba Nkashama précise que la situation actuelle, bien que préoccupante, est tout à fait différente de celle connue il y a quelques années. Nous déplorons d'abord le fait que nous puissions reconnaître des situations que nous pensions déjà un peu dévolues. Maintenant, c'est des sortes d'actions guérilla. Ces gens reviennent de nuit. Ils choisissent peut-être des quartiers un peu éloignés, là où, en suivant peut-être les positions de nos forces armées, et ils essayent de frapper. Ils frappent. Ils font des victimes que nous déplorons, mais ils frappent pour démoraliser, pour, encore une fois, répandre la peur dans les esprits des gens. Concernant le rapport mapping de l'ONU sur les crimes commis à RDC, entre 1993 et 2003,
Pendant les deux guerres, le patron de la sécurité dit ne pas emprunter la voie de ceux qui s'agitent autour de cette question. Lorsque nous parlons de justice, lorsque nous parlons aujourd'hui actuellement à travers toute la République démocratique du Congo, on reconnaît au régime de Tshisekedi d'avoir rétabli plus ou moins le rôle de la justice. Les deux guerres dont il parle et ces rapports mapping, ils couvrent quelle période exactement? Il y a des personnalités de premier plan dans cette liste politique et militaire. Citez-moi lesquels de premier plan sont cités sur les listes et qui sont encore de premier plan comme responsables militaires ou politiques. À propos de la question de l'expulsion du nouvel ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, accusé des négationnistes au sujet des massacres des Congolais à Kasika en 1998, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Kankonde, trouve que le droit des manifestations est garanti et il faut prouver ce que les uns et les autres dénoncent. Le patron de la territoriale congolaise va plus loin. La RDC a connu beaucoup de périodes douloureuses depuis son indépendance. Le bilan est lourd. Il faut du temps pour réconcilier les esprits. Ceci passera certainement par une justice transitionnelle qui prône la réconciliation. La paix d'abord et les devoirs de mémoire après. L'intégralité de ce plateau spécial juste après ce journal. Nous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal. Le vice-ministre de l'Intérieur séjourne à Kananga dans le Kasaï. Innocent Bokole Wakala est allé ouvrir la conférence sur la paix et la réconciliation. Edith Chala pour la suite. La conférence sur la paix et la réconciliation au Kasaï central s'ouvre le 9 octobre prochain à Kananga. Les différends sur les limites administratives des provinces du Kasaï central et Kasaï empoisonnent les relations entre les communautés Lulua et Kuba. Les échanges au cours de cette conférence permettront de laver les linges sales en famille. Le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokole Wakala, est arrivé sur place à Kananga pour accompagner la clarification que va faire l'Institut géographique sur la question. Sous la haute autorité du président de la République et le gouvernement de la République dirigé par le professeur Ilunga Ilunkamba m'a chargé pour venir représenter le VPM pour cette conférence de paix et de réconciliation entre les communautés. Nous avions déjà envoyé les experts de l'Institut géographique pour clarifier les limites. Nous ne sommes pas venus tracer les limites, nous sommes venus clarifier les limites. Comme vous le savez, le pardon, c'est une puissance qui libère. Les populations kassaïennes, les organisations de la société civile et son parti politique, le PPRD, se sont amassés à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue. D'une province à une autre, au Maniema, on nous parle de l'audience qu'a accordé le président du Sénat à une délégation des chefs coutumiers. Alexis Tambwe Mwamba a également reçu la coordination provinciale de la société civile. Lutter contre la pandémie du coronavirus dans cette partie du pays a dominé leurs échanges. Dada Chaban, reportage. La société civile Force Vive de Maniema s'implique dans la lutte contre le coronavirus dans cette province qui vient d'être touchée par cette pandémie. Elle a rencontré ce mardi 6 septembre le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, qui séjourne dans cette partie du pays. Leur entretien a tourné autour des voies et moyens à mettre en place pour éradiquer cette maladie dans la province. Nous avons échangé avec lui certains problèmes ayant trait au développement de notre province, et surtout avec la question de l'heure qui est la pandémie du coronavirus. Par rapport aux problèmes socio-économiques de notre province, nous avons échangé avec lui sur le problème de la sécurité qui ronge le Maniema et surtout la ville de Kindu. Et nous avons échangé par rapport à la lutte contre la pandémie qui venait de toucher notre province du Maniema. La délégation de la société civile du Maniema avec le président Alexis Tambwe Mwamba ont évoqué plusieurs questions ayant trait au développement, à la sécurité et quelques problèmes socio-économiques de la province. Dans la même journée, le président du Sénat s'est entretenu avec le chef coutumier de Samba, venu et aussi en délégation et conduit par leur chef Georges Kitenge. Ils ont sollicité auprès du président de la Chambre haute du Parlement le rapatriement à Kindu du corps du grand chef coutumier des Mweou décédé à Kinshasa pour les obsèques dignes de son rang. La délégation s'est dit satisfaite d'avoir trouvé une oreille attentive à leurs doléances.
Les Mwami de Walungu et Kabaré apportent leur soutien aux actions que compte réaliser le questeur du Sénat pour le développement de leur contrée. Ils l'ont dit lors de la visite que Éric Rouboué a rendue à ses deux chefs coutumiers. Doris Mozo, reportage. Walungu et Kabaré ont fait partie de l'itinérance du questeur du Sénat dans la province du Sud Kivu. Éric Roubouye ne pouvait pas séjourner dans cette partie du pays et ne pas rendre visite de courtoisie aux Mwami de Walungu et de Kabaré. À Walungu, le questeur du Sénat, en compagnie de sa délégation, a été reçu par le Mwami Pierre Ndatabaye Weza III de Walungu qui apporte tout son soutien aux actions que compte mener Éric Roubouye dans sa province natale, le Sud Kivu. Nous sommes heureux surtout de voir que parmi nos enfants, beaucoup sont arrivés aux plus hautes fonctions de la République, comme notre fils, le questeur Roubouye du Sénat. Dans la chefferie de Kabaré, la fête était totale. Kabaré, en effervescence, a accueilli son fils, le sénateur Éric Roubouye. Avant le face-à-face avec la population, une visite au stade de Kabaré a été organisée pour montrer au sénateur et solliciter sa modernisation. Prenant la parole en premier, Sa Majesté, le Mwami de Kabaré, Désiré Rougemanizi Kabaré, n'a pas manqué de mots pour remercier le questeur du Sénat ainsi que sa femme Ange Ziaka pour cette visite qu'il qualifie d'une marque d'attachement du questeur à sa province. Il a en outre demandé à sa population d'apporter tout son soutien à ce nouveau leader qui va donner une nouvelle dynamique pour le décollage effectif de la province du Sud Kivu. Éric Roubouye, tout heureux, se sentant bien accueilli dans le village natal de sa mère, a remercié la population pour l'accueil. Je suis venu vous voir, mes oncles, vous saluer, vous dire que je ne vous ai pas oublié. Ma première promesse, c'est de vous construire un joli stade moderne. En famille, chez ses oncles maternels, Éric Roubouye a fait la promesse ferme de moderniser et de mener plusieurs actions de développement dans le territoire de Kabaré. Autre actualité, le gouvernement veut quantifier l'impact de ses réalisations agricoles. Aujourd'hui, au cours de la réunion du comité de conjoncture économique, le Premier ministre Ilunga Kamba a confié le travail au gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le gouvernement a aussi salué la stabilité du taux d'échange. Françoise Goulabouek. L'agriculture, un des secteurs porteurs de croissance. Le gouvernement Ilunga, qui finance le programme d'urgence de réhabilitation des routes de desserte agricole lancé à Kenge, s'est appuyé sur celle-ci pour l'après-Covid, pour assurer l'autosuffisance alimentaire et progressivement se détacher de l'importation des aliments de grande consommation. Ce mardi 6 octobre 2020, au cours de la réunion du comité de conjoncture économique, le Premier ministre Ilunga Kamba a demandé à la Banque centrale du Congo de quantifier les efforts fournis pour l'indépendance du ventre des Congolais. Le ministre a signalé même qu'il peut y avoir certaines entreprises minières qui pourraient commencer la production au courant de l'exercice 2021, ce qui va encore conforter notre production nationale. Mais la production n'est pas que minière. C'est pour cela que dans la note présentée par le gouverneur de la Banque centrale, le Premier ministre a insisté pour que les autres secteurs aussi redoublent d'ardeur pour rivaliser le secteur minier. Et le Premier ministre a demandé au gouverneur de la Banque centrale de nous présenter la situation des efforts qui ont été fournis dans le secteur agricole pour que le gouvernement puisse y jeter un regard quand même d'autorité et inciter ainsi la production agricole. Au cours de la même réunion, le ministre des Mines, Willy Kitobo, a fait des annonces pour 2021. Certes, la situation économique est demeurée stable en dépit de quelques frémissements constatés sur certains indicateurs, précise Jean Baudouin Maillot, vice-premier ministre, ministre du Budget.
Il faut dire que la situation est demeurée stable en général, en dépit de quelques soubresauts, notamment au niveau du taux d'inflation. Ça et là, on a noté quand même quelques légères accélérations. Par contre, dans d'autres milieux, dans d'autres zones, il y a une décélération. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a stabilité. Et cela s'est traduit aussi au niveau du taux d'échange, tant à l'officiel qu'au parallèle. Cette rencontre hebdomadaire était élargie aux représentants de la Fédération des entreprises du Congo et à ceux de la NEP. La chasse aux fictifs est lancée. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot, a réuni la commission de la paix pour des orientations précises. D'autres détails dans ce reportage de Cédric Kénina. Les charges fixes pèsent lourd sur la balance. Chaque mois, 80% des ressources mobilisées sont affectées rien que pour la rémunération des fonctionnaires et agents de l'État. Une situation anormale que déplore le vice-premier ministre, ministre du Budget Jean-Baudouin Maillot Mambeke, qui a réuni la commission de la paye, chapeautée par Jean-Louis Kayembe de la Banque centrale du Congo. Le contrôle systématique doit se faire pour sauver les trésors publics. Et là, il faut dénicher les fictifs sur les listes de la paye. La question est de savoir si tous ces effectifs que l'État paye existent réellement. D'ores et déjà, monsieur le DG Kayembe m'a signalé qu'il y a tous les mois au moins 2 milliards de francs congolais qui ne sont pas touchés, qui restent dans les banques comme reliquats. Je lui ai demandé de faire le rapport écrit là-dessus pour que j'instruise madame le directeur de la direction de la paye à l'effet de bloquer ces salaires-là, et l'État pourrait disposer de ces moyens pour faire autre chose. Déjà, près de 5000 fictifs ont été extraits des listings et les patrons du budget attendent de cette commission des résultats et rien d'autre. Dans l'actualité également, on filtre la rencontre du ministre provincial des Finances du Nord Kivu avec le président de la Cour de comptes. Au menu, le dépôt du rapport sur la reddition des comptes exercice 2020 et du projet budgétaire de la dite province, nous dit Edith Chala. En séjour de travail à Kinshasa, le ministre provincial en charge des finances du Nord Kivu, Maître David Kamua Mousoubao, a été reçu en audience par le président de la Cour des comptes, la RDC, Ernest Izemengia. Il a été question lors de cette rencontre du dépôt du rapport portant sur la reddition des comptes exercice 2019 et du projet de dite portant reddition du budget de la province du Nord Kivu, exercice 2019. À cela s'ajoutent les documents, des tableaux, des recettes, des dépenses, des comptes disponibles ainsi que d'autres supports électroniques. Nous sommes aujourd'hui à la Cour des comptes dans le cadre de ce que nous appelons la redevabilité. La gestion moderne et transparente des finances publiques exige de la part des décideurs et des gestionnaires l'obligation de rendre compte. C'est à cet exercice que nous sommes venus nous confier ici à la Cour des comptes, où nous sommes venus déposer non seulement le projet de portant reddition des comptes, mais également les rapports de la reddition des comptes de l'exercice 2019, ainsi que tous les documents annexes tels qu'exigés par la loi relative aux finances publiques. La présence du ministre provincial en charge des finances du Nord Kivu à Kinshasa a émerveillé les patrons de cette structure des contrôles. Le président de la Cour des comptes a saisi cette occasion pour sensibiliser les autres provinces restantes à déposer les rapports sur la reddition des comptes. La province du Nord Kivu était la 9e. Seulement, aujourd'hui, on est déjà en retard. Il y a encore 17 provinces que nous attendons encore. Je profite pour lancer un appel aux autres pour qu'ils se pressent. Ils sont déjà en retard. Rappelons au passage que l'objectif poursuivi consistait à rendre compte des opérations des recettes des dépenses effectuées tout au long de cet exercice budgétaire. Vous avez reconnu le timbre vocal de Serge Mata. Raffermir davantage la coopération douanière entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Tel est l'objet principal de la tenue à Lusaka de la réunion bipartite de haut niveau entre les administrations douanières de nos deux États. Ensemble, elles ont convenu de lutter efficacement contre la contrebande et œuvrer pour la naissance des frontières smart favorables pour la zone de libre-échange. Ricky Zuziloya. La lutte contre la contrebande passe par l'assainissement
de tous les postes frontaliers, conformément aux bonnes pratiques du commerce international en vue de consacrer la trilogie modernisation et coopération douanière, facilitation du commerce international dans le cadre de la zone de libre-échange continental africain, avec la globalisation de nos économies. Tel est l'agenda global de la bipartite de Lusaka, Zambia Revenue Authority, Direction générale des douanes et axes, dont la délégation a été conduite par Jean-Baptiste Nkongolo Kabilamuchi, directeur général par intérim de la DGDA, qui a rendu un vibrant hommage à leurs excellences, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Edgar Chagwa Lungu, président de la République des Zambie, pour leur implication au raffermissement de la coopération de nos deux États, malgré le contexte difficile dû à la Covid-19. Dans cette perspective, je compte sur l'implication de mon homologue de la Zambian Revenue Authority pour trouver des réponses idoines aux préoccupations qui perturbent la sécurité de la chaîne logistique internationale pour le bien-être de nos populations respectives, la mobilisation accrue des recettes du Trésor public et la fluidité du commerce international dans la région COMESA et SADC pour les marchandises à destination de la République démocratique du Congo, passant par les républiques de Zambie. Cette rencontre de haut niveau a permis aux participants de passer en revue l'application des accords sur l'assistance mutuelle administrative et commerciale signés entre Lusaka et Kinshasa. Les bonnes pratiques doivent jouer en faveur de la naissance des frontières SMART entre la RDC et la Zambie. Après Lusaka, la mission congolaise s'est rendue dans différents postes frontières dans la province du Haut-Katanga. L'enseignement à distance en République démocratique du Congo, c'est pour bientôt. L'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présenté au cadre l'application et afférent reportage. Pour la première fois que l'enseignement primaire, secondaire et technique va accéder à l'application de l'enseignement à distance en RDC. Une activité qui sera facilitée par Smod Apps Company ayant mis en place l'application eclassrdc.com. Son promoteur, Pascal Zambili, revient sur son importance et appelle les inspecteurs à adhérer à la vision. eclassrdc.com a pour principal objectif de permettre aux différentes écoles de la République de terminer les programmes scolaires, même lorsque l'enseignement en présentiel n'est pas dispensé, en permettant, premièrement, la création des classes virtuelles où les élèves apprennent avec leurs propres professeurs, un apprentissage interactif entre les enseignants et les élèves, aux inspecteurs de l'enseignement de contrôler le contenu des cours, aux parents de suivre en temps réel l'évolution pédagogique de leurs enfants. Nous sollicitons l'adhésion, le soutien et l'accompagnement de tous pour un système éducatif plus efficace et plus compétitif. Plus rien ne pourra stopper cette innovation. L'inspecteur général de l'EPST, Michel Diamba, rassure. On ne va pas aller partout au même moment. Et puis, nous n'allons pas attendre que toutes les écoles, toutes les provinces de la République soient électrifiées, qu'il y ait du courant partout, qu'il y ait des laptops partout. On va commencer une étude expérimentale à travers quelques écoles pilotes et avec le temps, nous ferons le chemin pour que ça fasse une tache d'huile, ça se répande partout. L'application a déjà été testée et a produit des résultats satisfaisants dans quelques écoles de Kinshasa, notamment au lycée Motema Mpiko de Lemba et au lycée Kabambare. Une photo de famille a sanctionné cette rencontre. L'Union nationale de la presse du Congo, vous le savez, a une nouvelle équipe dirigeante issue d'un congrès des assises parrainées par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. La première dame de la République a présidé ces travaux, a également visité ce mardi l'embouchure du fleuve Congo, un site mythique du pays. Les images dans nos prochaines éditions. La campagne de sensibilisation dénommée Jeunes Entrepreneurs a été lancée ce mardi 6 octobre 2020 par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat en collaboration avec l'OPEC. Ceci pour stimuler les jeunes à créer leurs entreprises. Nadine Fotoka. Tous les gouvernements du monde donnent une place de choix
aux problèmes d'occupation de jeunes en élaborant des programmes de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ce programme consiste à assurer aux jeunes un emploi sûr et viable. Il consiste aussi à résorber le taux de chômage qui est trop élevé aux milliers de jeunes. Au Congo, au PEC, l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises se fait le relais du gouvernement pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. En se recourant aux différents incubateurs d'emploi, question d'amener les jeunes d'entreprendre, c'est-à-dire de créer leur propre PME. Pour renverser la tendance qui voulait autrefois, après une formation donnée, qu'on aille chercher du travail dans les industries traditionnelles aujourd'hui saturées, ainsi, l'OPEC organise à ce jour la campagne de sensibilisation intitulée « Jeunes entrepreneurs pour chasser le chômage et la pauvreté en République démocratique du Congo ». Sont concernés le milieu scolaire et les écoles de métiers. Le directeur général de l'OPEC, Ezekiel Bidoya Moussumbu, circonscrit le sens de cette campagne. Aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes de Dynamique Umoja Plus. C'est pour effectivement passer le message à ces jeunes pour dire qu'il est nécessaire de pouvoir entreprendre. Pourquoi entreprendre? Comme nous l'avons dit, il y a le taux de chômage qui est très élevé, à plus de 70%, particulièrement les jeunes qui sont concernés. Nous avons un taux de création d'entreprises qui est très faible, autour de 7500 entreprises en moyenne. Et nous sommes dans un pays où il y a énormément de potentialités. Et donc, il est très, très important aujourd'hui que les jeunes puissent entreprendre et concevoir l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle. Il y a un processus d'accompagnement que nous avons mis en place. Au-delà de cet aspect de sensibilisation, il y a une deuxième phase, c'est des échanges d'idées. Commencée à Kinshasa, la campagne s'étendra dans les autres provinces pendant 4 mois. Par l'environnement, le comité des forêts COFO tient sa réunion de haut niveau du 5 au 9 octobre 2020. La République démocratique du Congo y est représentée par la vice-ministre de l'Environnement, le docteur Jeanne Ilunga Zaina Lopez Kakuba. Dialogue de haut niveau sur la lutte contre la déforestation. Les comités des forêts COFO et l'organe statutaire forestier de la FAO. Les sessions biennales de ces comités réunissent les dirigeants des services forestiers et autres hauts fonctionnaires gouvernementaux en vue d'identifier des problèmes politiques, techniques émergents pour rechercher des solutions. Les COFO, en 25e session, s'est réunie du 5 au 9 octobre 2020. La République démocratique du Congo est représentée par la vice-ministre de l'Environnement et Développement durable, le docteur Jeanne Ilunga Zaina, en tant que président de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique. Tout en préservant ces forêts, notre pays, la République démocratique du Congo, poursuit sa croissance agricole et la réduction de la pauvreté par les bonnes pratiques de foresterie et agroforesterie, dont notamment le défrichement contrôlé, la reforestation associée aux cultures pérennes, la régénération par semis directs, les parcs agroforestiers, la jachère améliorée, la lutte contre les feux de brousse, la protection des berges des cours d'eau, la pratique des forêts communautaires, etc. Lors de son intervention, le docteur Jeanne Ilunga Zaina a signifié aux participants que les questions touchant à la déforestation intéressent la RDC au plus grand point avec ses 8 millions d'hectares de terres arables et 155 millions d'hectares de forêts. Politique, la CENI doit recevoir une cure de réforme gage des élections réellement transparentes. En tout cas, c'est le seul message de l'autorité morale de l'AFDC à le sénateur Bati Lukwebo à sa base lors de son arrivée à l'aéroport international de Goma dans le Nord Kivu. Sandra Nyani, commentaire. Après son retour politique effectué à Kinshasa au mois de septembre dernier, Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale et président statutaire de l'FDCA, a mis le cap sur l'est du pays. La première étape de sa mission, la ville de Goma, question de communier avec sa base de Nord Kivu après plusieurs jours d'absence.
À sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a reçu un accueil digne de son rang. Un homme de paix, il a eu droit à 2 colombes blanches à lâcher dans les airs. Aux alentours de l'aéroport, c'était un moment d'allégresse. Une foule en liesse, vêtue de couleurs de la FDCA, calico, banderole avec l'effigie de Bahati Lukwebo en main, scandant des chants et exhibant quelques danses pour donner plus de chaleur et d'originalité à l'événement pour une population qui retrouve son leader. Puis, le cortège, aux allures d'une caravane motorisée, prend la direction du stade Afia. Ici, une multitude de cadres, militants et sympathisants l'attendaient. Ils étaient venus de tout le coin et recoin de la ville de Goma pour écouter Modeste Bahati Lukwebo qui avait un message clair à transmettre. Le regroupement FDC allié avec son parti phare, la FDC, sont bien opérationnels et s'imposent sur l'échiquier provincial ici au Nord. Pour nous, les réformes doivent précéder la désignation des membres de la CENI. Nous voulons une CENI réellement indépendante et où tout se passe dans la transparence. Voilà pourquoi nous avons dit que nous tous, les politiciens, on ne doit plus faire partie de la CENI. Laissons la société civile composer la CENI. Ce rendez-vous au stade de Afia était une occasion pour effectuer des adhésions massives des nouveaux membres attirés par la vision de la FDCA pour la bonne marche et le développement du pays. À Goma, Modeste Bahati Lukwebo a aussi installé le nouveau comité urbain de la FDCA qui sera désormais dirigé par Maître Bachisseze, reconnu pour sa fidélité et sa loyauté au parti et à son autorité morale. Mais avant de nous séparer, sachez que l'Alliance pour la bonne gouvernance a enregistré des nouveaux membres. Exceptionnellement, un groupe des sportifs, toutes disciplines confondues, adhère à la vision de l'ABG. Cédric Kenina nous en parle. Toutes les couches sociales qui adhèrent au sein de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Pour ces week-ends, exceptionnellement, certains sportifs, dont des boxeurs, les karatékas et autres disciplines, ont rejoint les bateaux de l'ABG. Une cérémonie haute en couleur présidée par l'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialousoukawata. L'ABG est bel et bien ces parties de la masse ouvrière où toutes les professions y figurent pour accompagner l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. Fidélité et loyauté, vertu que cultive Jonathan Bialousoukawata. Carte des militants, non inscrits sur les fiches d'adhésion, ces sportifs font désormais partie de la grande famille ABG. Avec le peu qu'on a reçu, fruit de nos efforts, je dois aller auprès de vous pour vous faire comprendre que l'année 2023, c'est pour vous les Quinois. Mais je ne veux pas que vous fassiez les choix dans l'ignorance. Je vous ai montré le chemin, vous pouvez déduire si vous pouvez ou pas marcher avec nous. Pour couronner ces moments, l'autorité morale de l'ABG a remis quelques équipements sportifs, une manière de contribuer à l'éclosion des activités sportives et des compétitions pluridisciplinaires sont envisagées en même temps. Une activité qui s'est déroulée en présence du président de la Ligue des jeunes de l'ABG, Blaise Ndati, et son vice-président, Josué Takataka. L'équipe technique et rédactionnelle me charge de vous dire merci d'avoir suivi ce journal. José Baïtouambo va prendre la main à 22h pour vous informer davantage. D'ici là, soyez en paix. Merci de rester avec nous. Au revoir.